Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Salut à tous et toutes, vous écoutez le podcast de l'émission 94 degrés à l'ombre. C'est une émission de radio anticarcérale diffusée à Rennes et alentours sur les ondes de Canal B, fréquence 94. L'émission se déroule en deux parties. La première partie consiste à transmettre des messages ou dédicaces entre les prisonniers, prisonnières et leurs proches. Et la seconde partie, que vous allez écouter tout de suite, consiste à discuter d'anticarcéralisme, des raisons pour lesquelles l'abolition des lieux d'enfermement est une chose possible, nécessaire et souhaitable pour tous et toutes, et à discuter de l'actualité des luttes contre la répression et toutes les formes de prison. Aujourd'hui, je suis dans les studios avec les camarades Kalei et Norman. Vous avez peut-être remarqué que c'est une introduction un peu différente de d'habitude, tout simplement parce qu'on a eu un petit souci d'enregistrement du tout début de ce point info. Du coup, je vais simplement vous dire les thèmes dont on va discuter au cours de ce podcast. On va débuter avec un texte de Norman qui parle notamment de la répercussion de l'enfermement sur la famille et les proches des personnes enfermées. On va poursuivre avec la série d'actes de lutte et de résistance contre les prisons qui a eu lieu au cours de la semaine du 13 au 20 avril dans une dizaine de villes en France. On va ensuite évoquer le procès de camarades antifascistes rennaises qui a lieu ce jeudi 24 avril et du rassemblement de soutien à ces camarades qui est organisé le même jour. Et on va enfin vous informer d'un événement, d'une discussion qui est organisée à Rennes ce samedi 26 avril avec Aurélie Garand, qui est l'autrice du livre « Depuis qu'ils nous ont fait ça », qui traite notamment du meurtre de son frère Angelo Garand par le GIGN en 2017, de la violence, de la déshumanisation produite par le système carcéral et du racisme institutionnel contre la communauté des voyageurs. Je vous laisse directement avec le texte de Norman. Bonne écoute. Donc je vais lire en fait ce que j'ai écrit sur une espèce de chronique que je tiens régulièrement. Chronique d'un ancien détenu. La prison, ce monde de soumission. Fraîchement sorti d'une longue période d'incarcération, je suis frappé par l'ignorance qui domine le discours public sur la prison. À chaque débat, chaque conversation, j'entends les mêmes rengaines. Ils ne payent pas assez, la prison c'est le Club Med, tout est gratuit pour eux. Ces mots résonnent en moi comme un profond mépris pour la souffrance de ceux qui croupissent derrière les murs. Ils révèlent une méconnaissance abyssale de la réalité carcérale. Ceux qui parlent ainsi n'ont aucune idée de ce qu'est une journée en prison. Aucune idée de ce que signifie être enfermé dans un espace exigu, coupé du monde, déshumanisé à chaque instant. En prison, tout est pensé pour briser l'individu. Tout, l'isolement, la privation, l'humiliation sont des armes systématiques utilisées avec une froide mécanique. Ce n'est pas de la justice. C'est le règne derrière les murs, mais l'arbitraire, la violence silencieuse d'un système qui pousse à la faute. Quand vous résistez, on vous harcèle. Quand vous tenez bon, on vous traque. Et si par miracle, vous réussissez à garder votre calme, on trouvera encore un moyen de vous faire craquer. 30 € pour survivre. On aime répéter que les détenus sont nourris, logés, blanchis aux frais de l'État. Mais savez-vous ce que représente 30 € par mois pour plus de la moitié des prisonniers ? Oui, 30 €. C'est ce que beaucoup ont pour manger quand la gamelle est immangeable. Pour boire un café en cellule et tromper l'ennui mortel. Il est certain que si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de voir la porte de la cellule se refermer et de n'avoir rien à manger ni à boire. Acheter des produits d'hygiène est un investissement parce que le savon distribué par l'administration pénitentiaire ne suffit pas à laver la crasse et la honte.
pour recharger la cabine téléphonique et entendre la voix d'un proche. 30 € par mois, c'est choisir entre se nourrir, se laver ou parler à sa famille. Et si par malheur, vous devez voir un médecin, bonne chance. Car les soins médicaux sont une loterie cruelle. Vous souffrez ? Prenez un Doliprane. Vous videz de votre sang ? Attendez votre tour. Vous avez besoin d'un traitement vital ? Oh, tant pis. De toute manière, la vie d'un détenu vaut moins que celle d'un chien errant. Le prix de la liberté. Une fortune inaccessible. Sortir, même temporairement, est un luxe. Obtenir une permission de sortie coûte au minimum 20 €. Parce que oui, il faut 20 € pour sortir en permission, sinon on vous refuse toute permission. Pour beaucoup, c'est un rêve inaccessible. Ceux qui n'ont rien restent enfermés, privés d'air, privés d'espoir, et même si par miracle, vous obtenez votre permission, c'est un choix cruel. Sortir, mais ne plus pouvoir rien continuer du mois. L'acharnement, une violence sans fin. La prison, ce n'est pas seulement l'enfermement, c'est une guerre psychologique permanente. C'est voir les photos de vos enfants se faire déchirer par un surveillant, frustré de n'avoir rien à vous reprocher lorsqu'il fouille votre cellule. C'est attendre des mois un courrier de l'extérieur pour le voir disparaître par erreur ou voler. Dédicace à la petite vaguemeste de la centrale des femmes qui me doit un courrier de ma femme depuis 2 mois. J'attends encore. Cadeau d'anniversaire. Ouais, franchement, c'est franchement dégueulasse. Fabriqué par moi-même. Ouais, c'est pas cool. Et puis on s'étonne après qu'on est un peu là contre vous. Mais bon, je vais pas détailler parce que je vais encore prendre du ferme. C'est vivre sans voir grandir vos enfants, sans embrasser vos proches, sans entendre leur rire, autrement qu'au travers d'un combiné hors de prix. C'est se réveiller chaque matin en se demandant si vous allez tenir une journée de plus. Quand l'administration pénitentiaire s'attaque aux familles, bah oui, comme si briser les détenus ne suffisait pas. L'administration pénitentiaire s'acharne aussi sur leurs familles. Humiliation, obstacles absurdes, abus de pouvoir. Tout est fait pour les dissuader, pour leur faire comprendre que leur place n'est pas là, que leur amour et leur fidélité sont une erreur. 500 km avalés, des heures de route épuisantes, des sacrifices financiers pour un parloir de 45 minutes. Et tout peut voler en éclats pour 2 minutes de retard. Ouais, 2 minutes de retard. Peu importe si un accident a paralysé la route, peu importe si votre train a eu du retard, si vous avez fait tout votre possible pour être à l'heure, l'accès est refusé, net, sans pitié, sans négociation. Vous vous effondrez, vous suppliez, vous expliquez, ils s'en foutent royal. Le portique, une machine à humilier. Mesdames, osez porter un soutien-gorge avec des armatures et vous connaîtrez l'enfer du portique de sécurité. Bip, le bip retentit. Vous avez 2 choix. Vous laissez fouiller, être palpé et touché, accepter l'humiliation de se faire sentir traité comme criminel. Refusez, restez digne, mais être privé de votre parloir, être privé du droit de voir votre proche. À quoi bon ces fouilles humiliantes quand on sait que la majorité des objets interdits entrent, je vous le donne dans le mille, par les surveillants eux-mêmes. Le pouvoir absolu des surveillants, une injustice sans recours. Quand la tension monte entre un surveillant et un proche de détenu, gare à vous. Un simple regard de travers, un mot mal interprété, et vous devenez une cible. Les rapports d'incidents pleuvent, mensongers, calomnieux, c'est du grand n'importe quoi. Des interdictions de parloir arbitraires tombent. Des familles entières sont privées de contact pour des broutilles sur un simple caprice d'un surveillant en quête d'autorité. Pas besoin de preuves, pas besoin de justification, leur parole vaut plus que la vôtre. Une machine à détruire les liens familiaux. Ces pratiques ne sont pas des mesures de sécurité entre parenthèses. Ce sont des armes pour affaiblir les détenus, pour leur faire comprendre que même dehors, leur entourage paye leur prix de leur incarcération. Priver un homme ou une femme de sa famille, c'est le punir une 2e fois, c'est briser ce qui lui reste d'humanité, c'est couper les derniers fils qui le rattachent à la société. Et après, on ose parler de réinsertion. Lol. Comment reconstruire sa vie quand on vous a tout arraché, jusqu'à l'amour et le soutien des vôtres? Ce système ne cherche pas à punir, il cherche à détruire. Et ce ne sont pas seulement les détenus qui souffrent, ce sont aussi leurs familles. Jusqu'à quand allons-nous accepter cela? Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est tout à fait révoltant. C'est inadmissible en 2025. Encore que quand tu fais une bêtise,
Pour moi, c'est normal de devoir sa dette à la société. Mais je suis désolé quand ça, payer. Bon, pour moi, j'ai fait des conneries dans ma vie. Hein. J'ai fait de la prison. Bon, tout le monde, les gens qui me connaissent savent. Mais quand vous faites défoncer la gueule au mitard et puis qu'on vous casse votre cellule et puis c'est incessant. J'ai envie de vous dire, c'est de la méchanceté. Et puis les surveillants entre eux. Ils aiment bien se mettre en groupe et en fait, c'est pas un surveillant que vous avez sur le dos, c'est 10, 15. Et puis ça tourne en fait au défonçage à plusieurs. En fait, c'est des violences en réunion qui dit pas son nom. Hein, tout simplement. Et ça, c'est difficile de faire condamner parce que vous êtes détenu. Quoi que vous fassiez, même si vous avez raison, vous avez toujours tort. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Et ça, c'est pas normal parce que j'ai même vu des cas où on a réclamé des réquisitions de caméras parce qu'il y avait eu débordement de surveillants. Et non, en fait, soit les enregistrements sont pas accessibles, soit la caméra, ce jour-là, comme par hasard, elle a un bug. Il y a toujours un truc, c'est toujours les surveillants, ils se protègent entre eux, c'est une petite mafia interne, quoi. Donc ça suffit. Voilà. Et merci aussi de rappeler que l'enfermement, il touche évidemment la personne concernée, mais aussi tous ses proches et notamment les familles. Et que ce soit l'enfermement, mais la sanction pénale en général, et typiquement les amendes, c'est précariser une famille entière, quoi. Et tout ce truc aussi où il y a plus d'hommes qui sont enfermés, et on peut oublier parfois que c'est aussi faire peser encore plus de charges sur les femmes qui continuent de s'occuper de leur famille, etc. Enfermer un membre d'une famille, ça a énormément d'impact sur toute beaucoup la famille, d'incidence, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue c'est beaucoup d'investissement, que ce soit, comme tu dis, financier, mais aussi sur le temps d'engagement. C'est-à-dire que quand vous préparez un parloir, il faut préparer le linge. Il faut, il y a plein de trucs qui se préparent en amont, le trajet, tout ça, c'est de l'organisation. Et ça, ça demande beaucoup de temps. Donc, un très très gros respect aux familles de détenus qui se déplacent toutes les semaines au parloir. C'est quelque chose qui est vital, hein, pour les détenus qui sont incarcérés. Je voulais ajouter quand même que ce qui est aussi inadmissible, c'est justement ces familles qui se déplacent, qui par exemple prévoient pour vous une housse de couette, une tête d'oreiller, un drap housse, qui les achètent, qui prennent la peine au téléphone de vous demander quelle couleur vous préférez, qui vous les ramènent et qui doivent finalement, à l'issue du parloir, repartir avec ce qu'ils ont investi, vous laissant vous détenus sans ce cadeau que vous attendiez, des draps propres, neufs, souvent parfumés. Non, on vous les refuse aussi, par exemple, parce que vous détenus, vous pouvez les continuer en détention. Oui. Alors ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Plein. Pour les filles, un petit crayon noir pour les yeux, un petit crayon de maquillage, non, c'est interdit. Une petite crème de soin pour la peau, pareil. Enfin, que ce soit au niveau de l'esthétique ou tout bonnement de tout le côté pratique de la chose, on peut nous le refuser. Alors je sais pas où est-ce que c'est écrit ça, je l'ai jamais lu, mais j'ai vu repartir mes proches avec ce qu'ils avaient investi pour moi, parce que simplement on nous dit non, sans nous expliquer pourquoi ni comment. Si simplement tu peux l'acheter en division, cantine-le. Ben oui, mais j'ai pas d'argent. Tant pis, tu t'en passeras. Est-ce que c'est normal, ça? Non, parce qu'en fait ça c'est pas normal du tout. Mais en prison, en fait, c'est devenu une espèce de commerce, c'est devenu une industrie, une grosse industrie qui rapporte énormément d'argent. Et bien sûr que quand ta famille, elle a accès à du linge de maison, tout ça à bas prix, parce qu'il y a des sociétés dehors qui font du social, et il y a moyen d'avoir des trucs à bas prix qui arrangent bien les familles. Mais non, l'administration pénitentiaire refuse parce que ça fait marcher son petit business interne. C'est vas-y, achète mon truc moi, toi garde tes trucs toi. Et c'est pareil pour tous les produits. Ça veut dire que même en cantine extérieure, c'est bien précisé sur les bons de cantine que tout ce que vous pouvez
avoir accès en cantine interne, en fait, qui est sur le catalogue. Vous pouvez pas le cantiner, vous pouvez pas le truc. Il y a plein de trucs en fait, ce truc. Et même les objets qui normalement, comme tu dis, sont autorisés au parlu. Et il y a plein de trucs, voilà, des linges de maison, des trucs qui rentrent dans. Eh ben non, parce qu'on va vous dire, cantiner à la cantine exceptionnelle, voilà, la cantine mensuelle. Là. Mais c'est dingue. Ouais, et tout ça parce que Eurest, Elior, tous ceux qui font du petit business sur le dos de la misère en prison, ça devrait être dégage direct parce que c'est de l'abus, encore une fois. Pareil pour le service restauration, abus, encore une fois. Et après, on s'étonne que les détenus en détention, ils pètent les plombs. Non, c'est juste normal. C'est triste aussi pour les familles qui ont quand même investi à la base. Oui, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et tout le moyen de chantage et de pression que ça constitue aussi, faire sauter un parloir, refuser que les proches transmettent un cadeau ou une lettre. Il y a pas mal de personnes aussi qui racontent comment c'était la réponse à une protestation de dire ok, tu verras plus tes proches. Et c'est aussi décourager les proches, c'est-à-dire qu'à force de leur refuser tel ou tel accès jusqu'à nous, détenus à l'intérieur, ils finissent. C'est normal que les proches aussi puissent finir par se décourager. C'est d'obstacle en obstacle, on s'épuise, surtout quand les peines sont longues. Ça peut être décourageant pour les familles, sans les montrer du doigt du tout. Mais c'est comme si l'administration, elle pratiquait un éloignement, un éloignement supplémentaire. Voilà, c'est les inciter à ne pas revenir. Et puis, moi, j'ai une pensée aussi pour toutes ces familles qui se font menacer en fait par l'administration pénitentiaire. En gros, c'est parce que je te dis, si je te dis tu rentres pas, sinon ton permis de visite, il saute. Et puis, quand t'es maman et que, tu as absolument besoin de voir ton fils, t'as envie de savoir comment il va, parce que c'est le rôle d'une maman, de s'enquérir en fait de comment va son fils pendant sa détention. Tu te tais tout simplement parce que sinon c'est ton permis de visite qui saute et c'est 3 mois, 6 mois, après ça peut durer à vis aeternam, et ça c'est pareil, il faut que ça s'arrête parce que les menaces contre les familles c'est inadmissible aussi. Et de ce point de vue là aussi, il y a c'est un type de violence quoi, et qui touche encore plus les femmes parce que comme il y a beaucoup moins de lieux d'enfermement destinés aux femmes, très généralement elles sont enfermées beaucoup plus loin de leur famille que pour les hommes qui peuvent être enfermés dans plus de villes concrètement. Oui, il y a des femmes qui viennent de Guyane, de Tahiti, notamment à Rennes, Nouméa. Notamment à Rennes, comme il y a le plus grand centre pénitentiaire pour femmes d'Europe. C'est là où sont enfermées beaucoup de femmes à des centaines de kilomètres de leur famille, ce qui évidemment empêche d'autant plus le lien avec les familles. Et puis les prix des communications. Moi j'ai des amis qui étaient avec moi en unité. Quand ils doivent appeler les dom-toms, je peux vous dire, la tirelire pénitentiaire, elle se remplit vitesse grand V. C'est-à-dire que 2 minutes, allez hop, 10 balles. Allez hop, c'est juste, j'ai l'impression que c'est fait exprès. Même moi, quand j'ai voulu faire des communications vidéo, parce que ça existe maintenant, il y a des parlus vidéo. Alors ça existe, tu peux appeler par cabine, tu sais, de prison à prison. Mais quand tu demandes, moi j'ai demandé justement pour toi, Khalid, j'avais fait une demande de visio. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Ça coûte trop cher. Non, c'est juste qu'ils voulaient pas. Une connexion internet, ça coûte que dalle. Mais ils nous prennent pour des cons en plus. C'est ça qui est rigolo. Je sais même pas quoi répondre. C'est tellement énervant, c'est tellement frustrant, et puis peut-être aussi tellement d'années à avoir appris à la fermer que finalement quand enfin on peut l'ouvrir, il nous faut encore du temps pour réfléchir parce qu'on n'est plus habitué à le faire. Voilà. Oui, et puis cette administration pénitentiaire qui aime faire croire qu'elle a du pouvoir à l'extérieur, elle n'est rien ni personne dehors. C'est le pouvoir qu'elle a, c'est vrai qu'à l'intérieur elle peut faire tout et n'importe quoi sans être inquiétée. Mais à l'extérieur, maintenant on a retrouvé notre liberté
Et c'est normal de témoigner de ce qui se passe dans les prisons, parce que faire la lumière sur la noirceur et l'obscurantarisme de la pénitentiaire, c'est quelque chose d'urgent. Et parce que c'est pas en imposant des conditions toujours plus drastiques dans les prisons qu'on va régler la solution de la violence. Donc stop. Et justement, en lien avec ça, il y a eu différents actes de lutte contre les prisons qui ont eu lieu cette semaine dans une dizaine de villes en France, notamment Réau, Valence, Villepinte, enfin voilà, plusieurs villes, avec une dizaine d'actes. Ça a été des atteintes aux biens, donc des biens dégradés, quoi, aux abords ou sur les prisons concernées. Moi personnellement, je souhaite pas forcément m'exprimer sur les moyens de lutte utilisés. Enfin, je sais pas ce qui m'intéresse là tout de suite, et surtout je souhaite pas dire c'est bien, c'est pas bien. Et d'autant qu'on a peu d'infos en fait sur les revendications ou le sens exact de ces actes-là, même si on sait que c'est des actes de protestation contre l'enfermement. Et justement, moi, c'est ça qui me paraît important. Enfin, tout simplement, c'est l'occasion de rappeler à quel point c'est nécessaire de lutter contre la tôle, pour l'abolition de la tôle et des lieux d'enfermement. On a vu beaucoup de personnes s'offusquer de la violence que c'était de cramer une voiture, mais en fait, la prison tue concrètement. Oui. Il y a plus de 100 morts et près de 150 morts par an en tôle, que ce soit des suicides, des morts suspectes, des meurtres. Moi, j'ai carrément été témoin d'un meurtre, on peut appeler témoin un meurtre, dans une promenade qui s'est passée à Meaux l'année dernière. Le mec, pendant plus de 8 minutes, il demande à l'agent, il supplie l'agent, parce qu'en fait, ils sont en train de le contraindre, vous savez, par les prises, en fait, quand un agent de police ou d'administration pénitentiaire se met, vous plaque au sol et ils sont à deux sur votre corps, en fait, pour vous immobiliser. Le mec, pendant 8 minutes, il a dit « Surveillant, je vous en prie, laissez-moi respirer. » Et quand tu vois l'agent, en fait, galvanisé, en fait, par les détenus qui sont en train de péter les plombs à la fenêtre parce qu'ils voient la scène, et tout simplement, c'est vrai qu'ils ont insulté un peu les agents, mais les agents, au lieu de relâcher leur pression pour que le détenu puisse respirer, non, ils ont continué. Et voilà, pour moi, il y a clairement intention de tuer, ou alors très très mal formé. Bon, en tout cas, il y a un sérieux problème dans l'administration pénitentiaire, parce que s'ils savent pas intervenir, qu'ils interviennent pas, tout simplement. Et clairement, la violence qui est bien plus exacerbée et bien plus aiguë que celle qui consiste à taguer une voiture, c'est la violence qui consiste à enfermer en France plus de 80 000 personnes. Dans le monde, j'ai pas les chiffres. Mais voilà, et c'est 7 fois plus de suicides en tôle qu'à l'extérieur. C'est un décès tous les 2 à 3 jours. Ouais. Et c'est hyper affligeant que cette violence-là, elle soit normalisée, en fait. Enfin, pas dans tous les esprits, évidemment, mais chez beaucoup de personnes, c'est une violence qui est légitime, qui est même nécessaire pour certaines personnes. C'est impressionnant de voir l'étendue de ce qu'est l'enfermement aujourd'hui, à quel point c'est généralisé. Comme je l'ai dit, c'est 80 000 personnes juste pour la prison, donc pas pour les centres de rétention et pas pour la psychiatrie. Et c'est un nouveau record tous les mois, parce qu'il y a des lois pénales qui s'empilent, qui aggravent perpétuellement la répression à l'encontre de telle ou telle infraction. Et voilà, donc moi je voulais juste dire qu'on adhère pleinement à cette lutte, et quels que soient les modes de lutte, etc. De manière, même quand un détenu, malheureusement, quand il subit l'oppression carcérale, c'est-à-dire l'éloignement familial, tout ça, la solitude exacerbée, surtout quand la porte se referme le soir, et qu'il en vient à se pendre dans sa cellule, moi je considère, pour moi c'est mon avis perso, que l'administration pénitentiaire, elle n'est pas innocente là-dedans. Parce que quand un détenu, et le système en fait carcéral, quand un détenu il préfère s'aménager une porte d'évasion dans sa cellule, quitte à ne jamais revenir, c'est un départ qui est sans retour. Je pense aux familles.
Et ben, pour moi, l'administration pénitentiaire est coupable de ces décès. Et 80 000 détenus en France enfermés, ça veut dire aussi cumuler encore plus de surpopulation. Ils sont à 132%. Il y a même certains. On a entendu ça avant-hier. Il y a même certains établissements qui sont à 200%. Ouais, 132%. Enfin, d'après la statistique. C'est une moyenne, ouais. 132% d'enfermement, de surpopulation, en fait. D'occupation, ouais. C'est énorme. Ah, mais il y a même des cellules, ils sont 3. Hein. Ils sont, jusqu'à 5. Oui, 5. Mais dans certains centres de détention pour hommes. Mais c'est la norme. 3 dans la cellule, c'est la norme. Les cellules sont prévues pour 2, mais en fait, il y a 3 mecs dedans, et dans pratiquement toutes les cellules, quoi. Et là-dessus, on sait bien que le fait de construire des nouvelles prisons, ça règle absolument pas le problème. Enfin, déjà, l'enfermement, même sans surpopulation, est hyper violent et un problème. Mais surtout qu'à compter du moment où on construit des nouvelles prisons, elles se remplissent d'autant plus vite. Voilà, c'est comme une invitation, c'est comme vouloir distribuer des cartons d'invitation. Et du coup, on peut, c'est même pas un problème de surpopulation, c'est un problème de surenfermement des personnes. La surpopulation, elle naît parce qu'on enferme beaucoup trop de personnes. Et... Surtout des fois pour des petits faits en fait qui mériteraient d'être au lieu d'incarcérer les personnes qui se rendent coupables de petits délits, au lieu de les incarcérer, il y a des gens en fait on les incarcère à la chaîne, mais au lieu de les laisser libres, de les guider, de les accompagner, de leur donner les clés en fait pour pas qu'ils récidivent et leur faire reprendre un bon départ, eh ben non, on incarcère. Et en fait c'est encore pire, parce qu'en détention, c'est là où justement où vous attrapez une sorte de colère, parce que vous êtes vraiment révolté quand vous sortez, parce que vous avez l'intention de pas avoir été compris, et puis en plus on vous jette comme une merde dehors avec vos sacs trucs, c'est démerde-toi. Et voilà. Pardon. Vas-y. Et la maman, par exemple, une maman incarcérée parce qu'elle a volé de la viande dans un magasin pour nourrir ses enfants. Elle se retrouve non seulement incarcérée, mais les enfants placés. Par exemple, je prends un exemple, des enfants placés à l'ASE. Donc 2 fois condamnés, puisque non seulement sous le joug de la loi, de la détention, mais aussi de l'ASE ensuite. Et là encore, ça devient des cercles vicieux. C'est sans fin. On comprend que cette colère, elle soit alimentée. Et elle est nourrie après jusque dans l'enfant lui-même, qui va grandir et développer une espèce de syndrome de violence, d'injustice, pour l'avoir subi trop petit, en fait. Et tout ça, à la base, pour une question alimentaire. Manger, boire, on en a besoin pour vivre. Je veux dire, on ne peut pas s'en priver, c'est vital. Il faudrait trouver d'autres solutions. Mais pour en revenir à ce que tu disais, tu sais, sur le sujet qu'on débattait sur la série d'attaques, là, sur les établissements pénitentiaires, moi, je l'ai tout de suite vu. Hein. Ça fait plus d'un an plusieurs mois. En fait, depuis que Darmanin a exposé un peu sa vision des 100 plus gros trafiquants, là, ce qu'il voulait faire, parce que nous, on sait très bien comment ça va finir. Ça va finir qu'il commence par ça, et une fois que les gens ils sont un peu... Voilà, parce qu'en fait, on choisit toujours la catégorie qui fait peur, voilà, qui inquiète les gens. Et après, on généralise. Voilà, après, vous allez tomber pour un excès d'alcool. Eh ben, vous allez avoir exactement les mêmes conditions de détention que les 100 plus gros trafiquants. Et voilà, donc moi, ça fait depuis que j'ai lu le programme, je savais que dans les prisons, ça allait péter. Mais ça va pas péter dedans, mais ça pète à l'extérieur. Donc ça, voilà. Et je voulais évoquer justement à ce sujet aussi les risques de répercussions qui peuvent, les répercussions qui peuvent avoir lieu sur les personnes enfermées. Notamment, il était directement évoqué l'hypothèse de faire entrer entre guillemets les ERIS dans les centres pénitentiaires, les ERIS qui sont le GIGN de la tôle,
des Robocop armés jusqu'aux dents. Voilà. Lol. Ouais, c'est les mecs qui se croient au Texas. Et comme on disait avant, c'est l'arrêt des parloirs qui est aussi évoqué. Donc tous les schémas qu'on connaît depuis longtemps, dès qu'il y a un mouvement de contestation en prison, à savoir typiquement isoler encore plus la personne détenue, faire encore plus preuve de violence. Et c'est le cas d'ailleurs à chaque fois qu'il y a des revendications de matons aussi. À chaque fois que les matons font grève ou mais ils font grève pour tout et n'importe quoi de manière. Ou des mouvements de protestation, c'est des impacts directs sur les personnes enfermées dont personne se saisit en fait. Ouais, dans la logistique en fait, on nous dit que rien ne sera varié, que les cantines continueront à être distribuées, que non, il n'y aura pas de souci pour les parloirs, sauf que on apprend toujours la nouvelle au dernier moment, c'est-à-dire que on maintient toujours les détenus sous silence, on ne les informe pas des conséquences de ces grèves. Et on est toujours informé à la dernière seconde. Donc ça aussi, c'est pour minimiser les révoltes. Quand on l'apprend, c'est trop tard. On a attendu sa famille des jours durant. Et puis c'est seulement au moment du parloir que finalement, on n'aura pas un parloir fantôme. Ça n'est pas la famille qui n'a pas pu se déplacer. C'est l'administration qui n'aura pas pu recevoir les familles parce qu'ils sont plus assez nombreux pour encadrer, en fait. Et là aussi, c'est défectueux. Ouais, tout ça, de manière, c'est toujours réclamer plus. Mais déjà, quand on voit le budget que le gouvernement alloue au ministère de la Justice, c'est 90% en faveur des surveillants. C'est toujours pour les surveillants, toujours pour leurs conditions, et que dalle pour les détenus. Donc stop ça aussi. Faut remettre les choses, faut remettre la balance à l'équilibre. En tout cas, on pourra suivre, voir s'il y a des nouveaux événements, etc. Mais force à toutes les personnes qui luttent contre la taulle, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Bravo. Encore plus à l'intérieur peut-être parce que les risques de répression et de vengeance même, on peut dire ça, sont hyper accrus envers les personnes détenues qui luttent à l'intérieur. Donc force à elles, à eux. Il y a même des surveillantes là dernièrement qui ont quitté leur poste, tellement elles ont été, elles supportent plus tout simplement leur travail. Donc voilà. Peut-être qu'on peut évoquer du coup le procès de camarades antifascistes qui aura lieu à Rennes le 24 avril, donc c'est jeudi. Ouais, jeudi à 14h. Jeudi, et du coup à 14h il y a un rassemblement devant le tribunal judiciaire de Rennes. C'est ça. Donc sur le parvis qui est cité judiciaire quoi. En soutien justement à ces camarades qui sont inculpés, qui sont poursuivis pour une altercation avec des fascistes, notamment un fasciste du syndicat d'extrême droite l'UNI. Et voilà, donc on se retrouve à 14h pour soutenir ces camarades. Rappeler aussi la nécessité de la lutte antifasciste dans n'importe où, mais à Rennes aussi. Parce que à Rennes, il y a aussi des mouvements fascistes qui essayent de s'implanter, de prendre de la place, quoi. Et soutien à ces camarades qui n'ont pas souhaité laisser ces fascistes-là déambuler, répandre leurs idées malsaines, malveillantes. Ouais. D'ailleurs, ça c'est pareil, ce racisme-là, il est en constante évolution. Et ça, c'est juste révoltant. Ce qui est bien quand même, c'est qu'on est de plus en plus tous un peu métissés avec le temps. Et tant mieux. Moi, je pense qu'on n'est pas tous 100% pur sang. Et que c'est bien d'être éclectique et de se mélanger et de pas revendiquer une race. Ça sert strictement à rien. Avant tout, on n'était rien. Ouais. Et au nom de ça, on doit s'entraider tous les uns les autres, qu'importe l'origine, le niveau social, la nation, peu importe.
le mot maître, c'est l'entraide, la solidarité. Voilà, toujours. Il faut ramener l'humanité, au centre, au centre de nos vies. Oui, on est tous interdépendants, on réussit rien tout seul, on ne sert à rien tout seul. Et à plusieurs, on est forts tous ensemble. Voilà, la force, elle n'est pas soi-disant dans la différence. Les différences, c'est ça qui nous nourrit et qui nous enrichit à bien des niveaux. Et il faut pas s'en priver. Oui, les différences, c'est bien. D'ailleurs, moi, quand j'étais en détention, ça me plaisait beaucoup. Je sortais de ma cellule. À droite, j'étais au Maroc. À l'autre côté, j'étais en Turquie. C'est sympa. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment sympa. On apprend beaucoup des autres, issus de partout. Et du coup, il nous reste une dizaine de minutes. On voulait aussi vous informer qu'il y a eu un événement qui est organisé avec Aurélie Garand, qui est l'autrice du livre Depuis qu'ils nous ont fait ça. Donc c'est un bouquin qui traite du meurtre de son frère Angelo Garand par le GIGN. Angelo, c'est un voyageur qui s'est fait tuer par le GIGN parce qu'il a refusé de retourner en prison après une permission. Et voilà, c'est un livre qui traite du combat pour la justice, pour la vérité, qui traite aussi du racisme à l'encontre des voyageurs, de la répression, du système carcéral aussi, de sa violence. Et du coup, Aurélie Garand viendra parler de ce livre le 26 avril, samedi 26 avril à 14h, au 94 rue de l'Alma. Donc c'est situé à côté de Jacques Cartier, l'entrée est libre. Pour les personnes qui peuvent, n'hésitez pas si ça vous intéresse à venir échanger avec Aurélie Garand. Moi je suis en train de lire le livre en fait qu'elle a écrit là. Et j'ai commencé un petit peu, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et en plus ça sera dans nos studios dimanche. Eh ben, j'hésitais à le dire parce que j'avais pas envie de spoiler les auditeurs et auditrices, et surtout je crois que c'est pas encore validé. C'est pas encore sûr, mais on essaiera effectivement de partager sa parole. Ça serait cool d'avoir son témoignage et de voir comment. C'est vrai que c'est un combat, c'est quelque chose d'atroce. D'ailleurs, au passage, force à toutes les communautés voyageurs. Et je sais pas si tu as tenu le coup jusque-là dans l'émission, mais si tu m'entends, je te fais des gros bisous et spéciale dédicace musicale pour toi dimanche prochain. Ouais, pense à toi. C'est là nous. Gros bisous, c'est lui. Pareil pour les gitans des Bézins. Force à vous. Notamment la famille, je sais pas s'il a de la famille d'ailleurs, mais en tout cas, tous ceux qui ont connu Kevin Boudou. Pareil, essayez de parler entre vous. Et si vous pouvez nous faire remonter des informations qui permettront de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé dans cette putain de cellule au quartier d'isolement, ça serait un très beau cadeau que vous pourriez offrir à la famille de Kevin qui cherche la vérité coûte que coûte. Et si vous voulez vraiment vous lever contre l'administration pénitentiaire, je pense que c'est mieux que de casser ou de détruire ou d'insulter les surveillants. Il faut les faire tomber, tout simplement. Eh ben, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce point info. Oui. On va pouvoir se laisser avec un petit morceau d'outro. Je pensais au morceau Jour de manif de Yuri. Ah oui. Et voilà. Trop bien. Trop bien. À dimanche prochain, évidemment. Joyeuse Pâques à toutes les personnes incarcérées. CPH, big up à vous. CPF, big up. L'ECRA, comment ça s'appelle déjà, Guillaume Régnier. Voilà, force à toutes les personnes qui subissent l'enfermement et l'isolement. Et bon dimanche de Pâques à vous. À bas la tôle et à dimanche prochain. Crève le Heps.